Bonjour à tous et à tous, je suis ravi, honoré d'être des vôtres aujourd'hui. Je m'appelle Mahdi Katou, je suis expert en communication et aujourd'hui on va voir ensemble un thème qui est très complexe pour les uns et pour les autres. C'est la prise de parole en public. Sachez que vous n'êtes pas seul puisque aux États-Unis par exemple, il y a plus de monde qui a peur de parole en public que de mourir, c'est dire. Mais aujourd'hui on va essayer quelque part de désapprendre pour réapprendre. Généralement, on réduit la prise de parole en public à la question de la théâtralisation, à la question de la mise en œuvre, à la prestation scénique. Ce n'est absolument pas le cas. La prise de parole en public n'est pas un exercice littéraire également, c'est un schéma, c'est un fonctionnement, c'est une mécanique qu'on va essayer de décortiquer. Justement, on disait qu'il y avait une partie de prestation scénique, mais cette partie-là ne représente que le tiers de la prise de parole en public. Alors, en quoi consiste le reste? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est une sorte de question auquel on va essayer de répondre ensemble à chaque fois. Et, bien évidemment, en ayant coché les bonnes cases, on arrive et on aboutit à une prise de parole en public. En cette matinée, on va d'abord voir cette partie-là dédiée d'une manière macro à la prise de parole en public. Et par la suite, on va opérer une immersion et aller davantage dans le détail pour voir comment élaborer un pitch qui soit efficace et efficient. Une première question. Qui êtes-vous? Ce n'est pas une question philosophique, ce n'est pas une question qui appelle justement les réflexions profondes, mais avec quelle casquette vous présentez au public? On est multiple, on revendique ce droit d'être multiple. Ce n'est pas chose aisée, certes, mais je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, je suis Mahdi Katou, formateur en prise de parole en public auprès de vous. Mais si je suis convoqué à l'école de mes filles, par exemple, je suis juste Mahdi Katou, le père de X et Y qui sont scolarisés à cette école. Cela peut sembler caricatural au premier abord, mais ça change fortement la posture. Lorsqu'on soumissionne pour un travail, il y a une différence, est-ce qu'on se présente avec la casquette d'expert ou alors celle d'un novice. Le degré de tolérance change, le degré d'attente change également. Bref, c'est un paramètre qui est fondamental. Ensuite, quelle est votre cible en fait? À qui on s'adresse? On ne peut pas utiliser les mêmes éléments de langage, les mêmes blagues, les mêmes références auprès de tout le monde. Je ne m'adresse pas à vous comme je m'adresserai à ma grand-mère, comme je m'adresserai à mon voisin. Ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas la même manière de faire. Présenter une conférence ou un pitch à Dubaï, en Afrique du Sud ou au Canada ne serait pas la même chose. Donc aujourd'hui, définir la cible est un enjeu fondamental. Par la suite, quel est le contexte? Est-ce qu'on est dans la promotion? Est-ce qu'on est dans la valorisation? Est-ce qu'on est dans la gestion de crise? Est-ce qu'on est précurseur dans un domaine? Ou alors on propose une alternative qui est moins chère ou autre? Ça dépend en fait de ce que vous êtes en train de présenter. Donc on ne peut pas être hermétique à l'environnement et à l'écosystème. Ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est que ce n'est pas important de se dire quelle serait la réponse, parce que c'est vous qui êtes maître de la réponse, mais de poser les bonnes questions. Après, il y a des variables, les situations changent, le contexte change bien évidemment. La date, le timing et l'horaire. Question simple, est-ce qu'un patron s'adresserait à ses employés de la même manière, par exemple, un lundi matin à 9 h, comme le vendredi à 18 h? Est-ce qu'on donnerait les mêmes ordres, les mêmes doléances exprimées par ce même patron et de la même manière? Absolument pas. Est-ce qu'une agence d'architecture qui vient de gagner un concours à 30 millions de dollars gérerait de la même manière la situation qu'après l'annonce de la faillite de cette même boîte? Absolument pas. Donc, le timing, l'horaire est essentiel. Même dans le pitch. Lorsqu'on présente son pitch, par exemple, est-ce que lorsqu'on passe en premier, on agit de la même manière que lorsqu'on passe en dernier? Absolument pas. Je vous rappelle, bien évidemment, que vous aurez l'occasion de poser des questions en fin de séance s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas très explicite, et je reste à votre entière disposition. Alors, la forme et la nature de l'intervention. Vous savez, par exemple, vous êtes en ligne à présent et on est passé par 2 années qui étaient assez complexes. On ne se comporte pas de la même manière lorsqu'on est, par exemple, sur un support particulier comme un support comme Zoom, Teams ou autre, ou alors dans la vie réelle. On n'agit pas de la même manière, bien évidemment, lorsqu'il y a un jeu de questions-réponses et un entretien, comme lors d'un talk ou un exposé. Un TEDx est différent d'un pitch.
Un pitch est différent d'un entretien. Un entretien est différent d'une conférence de presse. Bref, donc les exercices de la prise de parole en public changent énormément. Donc le fait de croire qu'il suffit d'avoir une bonne présentation qui est balancée sur le bureau de votre PC et qu'on envoie à tire-larigot, ça ne marche pas comme ça. Il faut de la flexibilité et de l'agilité. Ce qu'on a essayé de faire dans cette première partie, on disait que la prise de parole en public était scindée en 3 parties. C'est d'abord la conscience de l'environnement, la conscience de ce qui nous entoure, la conscience du périmètre dans lequel on évolue. Et par la suite, on arrivera aux 2 seconds volets. Mais cette étape est fondamentale et malheureusement, cette étape est souvent occultée. Cette étape est souvent ignorée. Et on passe directement à notre contenu, à notre argumentaire et à notre prestation et on se met devant le miroir. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut véritablement prendre le temps de poser ces questions. On a l'impression que c'est une évidence, mais l'évidence nous échappe souvent comme le mercure, comme on dirait. Alors, ça c'est le plus important. C'est le challenge, le but. Vous savez, il y a une communauté qui voit la prise de parole en public comme une opportunité et d'autres qui le voient comme un supplice. Souvent, on a envie de se délester de cette patate chaude. On a envie d'en terminer avec cette prise de parole en public, avec ce stress, avec l'adrénaline, avec tout ce qui l'entoure. Et on veut juste terminer son talk et partir. Mais absolument pas. Dites-vous que c'est une opportunité. Et à chaque opportunité, il y a également un objectif. Si je viens aujourd'hui parler face à vous, c'est que finalement, l'objectif ultime, c'est que vous arriviez à saisir la teneur et le contenu et les codes de la prise de parole en public. Par exemple, si je suis dans un pitch qui est technique, l'important c'est de communiquer sur un aspect technique. Si je suis sur un pitch pour une levée de fonds, là, l'objectif c'est la levée de fonds. Parfois, c'est des objectifs qui ne sont pas forcément déclarés. C'est-à-dire, j'ai une assistance de 30 personnes et il y a une personne que je veux séduire. Il y a un patron que je veux avoir comme partenaire technologique. Il y a un monsieur ou une dame que je voudrais voir accompagner le projet ou s'intéresser à moi. Eh bien, je vais faire en sorte de m'adresser à cette personne. Donc, finalement, il y a toujours un objectif qui est clair. Ce n'est pas une prise de parole gratuite. Sinon, cette gratuité, eh bien, c'est de la pollution sonore. Ça ne sert strictement à rien et ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc, il est essentiel de définir le but en amont de sa communication. Ensuite, le porteur du message. On a pris l'habitude, dans les entreprises, dans les différents organismes et même les ministères, que le porteur du message est le haut de la hiérarchie. Et le patron, justement, qui connaît le dossier, qui connaît la boîte, qui en est le porte-étendard. Donc finalement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que je vais communiquer sur un aspect technique? Là, ce serait le CTO qui parlerait. Est-ce que je vais parler sur le plan stratégique? Là, ce serait le CIO, etc. En fait, quelle est la meilleure personne pour porter le message? Il y a un fait fondamental en prise de parole en public, c'est de mettre son ego dans un tiroir. L'ego, c'est le plus gros adversaire auquel vous devrez faire face. Il faut savoir être dans l'humilité, être véritablement dans le réalisme, dans l'objectif qui est clair pour atteindre justement cette efficience-là. Donc la question du porteur du message, elle est fondamentale. On a toujours tendance à choisir le profil, on le disait, qui a l'habitude, qui a de la facilité. Oui, mais qui n'a pas forcément la légitimité. Je vais vous donner un exemple tout simple. Période Covid, nous avons un super labo qui découvre un médicament contre le Covid. Et on a 2 radios cibles CSP+, donc c'est une cible supérieure, et on a un patron qui est en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, qui va faire le tour de ces radios-là, et qui va parler, qui va faire la promotion. Alors, monsieur Jean-Yves, etc., va dire que sa boîte, elle a dédié 5 milliards d'euros à la recherche et le développement en 2018 et qu'elle dispose de tel nombre d'ingénieurs, de biologistes, machin, etc. Et là, il est dans l'étalage du savoir, de la maîtrise, etc. Cette même boîte a eu un problème avec un médicament.
Et ce médicament a tué une dizaine d'enfants dans un hôpital régional au fin fond du pays. On ne peut pas envoyer la même personne qui n'a aucune attache régionale. On va aller chercher, piocher dans l'effectif de la boîte pour aller chercher ce gars qui est originaire de cette région-là, qui connaît les communautés, qui connaît les tribus, qui va essayer de les convaincre, qui va essayer de calmer le jeu, etc., et gérer la crise. Donc finalement, il n'y a pas de bonne clé dans l'absolu. Vous savez, la différence entre la clé de ma maison et la vôtre, ce n'est pas une hiérarchie, ce n'est pas un concours. Ma clé ne vaut pas mieux que la vôtre et la vôtre ne vaut pas mieux que la mienne. Mais ma clé ouvre ma serrure et la vôtre ouvre la serrure de votre maison. Donc finalement, c'est que chaque situation a des besoins. Chaque situation a des impératifs. Et on doit répondre à ces impératifs à chaque fois. C'est ça l'enjeu en fait de cette prise de conscience. C'est de se rendre compte qu'il n'y a pas une bonne recette. C'est un peu la même formule. Vous savez, lorsqu'on a un CV qui est balancé sur le bureau et qu'on l'envoie un peu à tout le monde, de la même manière, formulé avec les mêmes codes, ça ne marche pas. Et ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une spécificité, un besoin. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait une cible, qu'il y avait un contexte et qu'il y avait un objectif. Alors, quelle est la personne idoine pour parvenir à ces objectifs-là? C'est ce qu'on essaie de voir aujourd'hui. Ensuite, donc on a fait le tour quelque part de tous les éléments exogènes de cette lecture de périmètre. Mais maintenant, quid du contenu? Comment est-ce qu'on prépare notre contenu? On a tous eu le réflexe, depuis la nuit des temps, allez, de prendre un bout de papier, un bon stylo et de commencer à écrire. Alors, nonobstant la situation actuelle, nous estimons que ce projet vient en... Ça ne marche pas. Je disais au départ que la question de la prise de parole en public n'est pas un exercice littéraire, mais c'est un exercice purement scientifique. Et là, je rajoute une couche pour dire que justement la prise de parole en public, elle a en commun avec la langue écrite, eh bien rien du tout. Elle n'a absolument rien en commun. Je m'explique. C'est comme si vous vous adressiez à quelqu'un qui parle mandarin, à votre droite, et à votre gauche, quelqu'un qui parle portugais. Et on ne peut pas parler avec ces gens-là dans sa propre langue et croire qu'on peut se faire comprendre. C'est deux exercices totalement différents. La prise de parole en public n'a pas les mêmes codes qu'un discours écrit ou alors qu'une littérature qui a été rédigée. Ça ne marche pas de la même manière. On n'utilise pas les mêmes termes, le même rythme, la même manière de faire. D'abord, ça c'est un premier point. Second point, il est donc, vous l'aurez compris, totalement prohibé d'avoir recours à l'écriture et à la rédaction d'un speech. Ça c'est un premier point. Deuxième point, situation pratique. Si vous êtes face à un pupitre, une salle de 500 personnes, et là, vous avez justement vos 14 feuillets A4 que vous avez écrits, rédigés avec soin, avec attention et avec beaucoup d'engagement et de volonté. D'accord, c'est très bien. Mais en entrant dans la salle, voilà, il y a quelqu'un avec beaucoup de maladresse qui a fait tomber tous vos papiers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous passez plus de temps à vous rappeler du contenu que vous voulez communiquer sur les highlights, sur les termes essentiels, ou alors vous allez essayer de vous rappeler la rédaction à laquelle vous avez eu recours, à la formulation que vous avez choisie. Vous allez passer plus de temps, justement, à chercher les termes que vous avez employés, les synonymes auxquels vous avez fait appel. Donc finalement, ce n'est pas un exercice littéraire. Vous allez me dire, ok, très bien, mais comment est-ce qu'on va faire? On va voir ça ensemble, petit à petit, étape par étape. Et là, les mots ont un pouvoir. Khalil Gibran disait, les mots sont éternels, il faut les dire avec le poids de leur éternité. Ces mots-là, concrètement, c'est un outil. Donc, on ne peut pas se permettre de les diluer, on ne peut pas se permettre de les utiliser d'une manière approximative. Et quand on dit que les mots ont un pouvoir et ont du sens,
Il faut bien les choisir. Si j'étais gouvernant, la première taxe que je mettrais en place, ce serait une taxe sur les mots. Si on se mettait à payer les mots qu'on utilise, eh ben, on ferait plus attention dans nos choix. C'est-à-dire, si aujourd'hui on devait payer 10 dirhams ou 10 dinars pour un mot qu'on utiliserait, eh ben, on ferait des phrases avec 3 mots ou 4 plutôt qu'une phrase avec 15 mots. On serait dans l'économie des mots. Ça, c'est important. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on dilue soi-même ce qu'on dit. Vous savez, lorsque vous invitez des gens à dîner chez vous et que vous avez, allez, une bouteille de jus de fruits, 1 litre de jus de fruits pour 3 ou 4 personnes. Supposons qu'il y ait chez vous 15 personnes. Vous ne pouvez pas utiliser juste cette même bouteille et rajouter de l'eau et diluer justement la teneur de ce que vous avez qui a bon goût, qui est de bonne qualité. Et là, vous avez tout gâché. Donc finalement, à la base, on pourrait avoir du bon contenu. On peut avoir un bon projet. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que en utilisant les mauvais mots, en diluant justement la teneur première, eh ben, on aboutit à un produit qui est totalement défiguré. Et on n'arrive pas à communiquer son idée, on n'arrive pas à faire valoir ses arguments et à mettre en avant son savoir-faire. Donc il faut faire très attention à cet aspect de mots. Par ailleurs, la question des mots revient également dans la recherche. On ne fait pas les choses d'une manière intuitive, c'est un travail, c'est une préparation. C'est-à-dire, c'est que moi, par exemple, si je devais faire un talk qui durait, 5 minutes, et je sais qu'il y a un terme qui est redondant, qui revient, qui est récurrent. Et là, je sais que c'est fatigant pour l'auditoire ou pour l'assistance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher des synonymes, je vais aller chercher des termes qui sont précis, qui expriment parfaitement ce que je voulais dire en amont. Donc, finalement, la question des éléments de langage, la question des mots, c'est d'abord un travail. Il y a des mots qui sont faits pour la promotion. Il y a des mots qui sont faits pour la gestion de crise. Il y a des mots qui sont faits pour la conviction. En fait, il y a un coffre-fort qu'on va mettre à ses côtés et qui contient justement dont on a besoin. On n'a pas de speech, pas de rédaction. C'est quoi l'alternative? C'est ce qu'on essaie de voir. Tout d'abord, rappelez-vous d'une chose. Le récepteur est un profane. On a tendance à croire, et ça on y reviendra également plus en détail tout à l'heure lors de la préparation au pitch, c'est qu'on a tendance à croire que justement le monde entier sait ce qu'on fait, connaît notre travail, nous connaît et connaît les impératifs et les conditions qui font notre projet. Absolument pas. Il faut beaucoup d'humilité. On disait tout à l'heure qu'il fallait combattre l'ego. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, le fait d'introduire, d'accompagner l'auditoire, le récepteur, le récipiendaire du message, de l'accompagner pour planter le décor, pour faire comprendre quel est notre périmètre d'action, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on propose, c'est important et c'est essentiel. En court-circuitant cette étape, eh ben, il y a une coupure qui se fait par rapport au public cible. Vous savez, la différence entre ma grand-mère, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un expert qui connaît le secteur, c'est juste la durée. C'est que ça prendra peut-être 10 secondes de mise en situation pour l'expert, 5 minutes pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, mais en tous les cas, c'est une étape qui est fondamentale. Vous avez remarqué que jusque-là, on n'a pas encore commencé à parler de prestations scéniques et de respiration et de forme et de communication non verbale. Absolument, parce qu'il y a des préalables. Parce que ces préalables sont essentiels, sont cruciaux. On ne peut pas les occulter. On ne peut pas les court-circuiter. Donc il est important pour chacun d'entre vous de savoir que, justement, la prise de parole en public, ce n'est pas la scène, ce n'est pas le pupitre, ce n'est pas le micro ou ce n'est pas les 3 minutes de pitch. Mais c'est plutôt tout ce qu'il y a en amont. Que finalement, en cochant les bonnes cases, en répondant de la bonne manière à un certain nombre de questions, on aboutit à des résultats qui sont palpables. Généralement, quand est-ce que vous stressez? Quand est-ce que vous avez cette fameuse boule dans la gorge?
Quand est-ce qu'on a du mal à articuler? Eh bien, c'est à l'entame. Vous savez, vous n'êtes pas seul dans le monde. Actuellement, se joue la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, s'il fait un bon contrôle en début de match, il passe une très bonne soirée. Lorsqu'il rate sa première passe, il passe une très mauvaise soirée. C'est humain, c'est naturel. Donc, soyez indulgents avec vous-même d'abord, mais aussi, donc, quand on est dans une dynamique qui est positive dès le départ, on arrive à enchaîner derrière. Mais lorsqu'on se braque, lorsqu'on se bloque dès le départ, ça devient très compliqué. C'est un peu ça l'enjeu. Donc, le fait d'accorder une attention particulière à l'entame, à l'introduction, à la première phrase, c'est essentiel. Donc, il est fortement recommandé de travailler davantage sur cet aspect-là. La phrase d'attaque, bien évidemment, la première phrase avec laquelle on entame son talk ou son speech, et par la suite, cette introduction et sa structure. Je sais qu'au démarrage, que moi, je vais dire d'abord bonjour, je vais remercier les gens d'être là et je vais me présenter. Ou alors non, je vais dire bonjour, je vais remercier les gens et je vais parler de la boîte et ensuite me présenter. Ou alors, c'est des choix. Il n'y a pas de recette qui est bonne ou mauvaise. Ce n'est pas un système binaire, loin de là. Mais c'est une gestion des données. On a un dashboard, on a un tableau de bord et à partir duquel on décide de faire des choix. Et en faisant ces choix, on essaie justement de minimiser le risque à chaque fois. Donc l'entame est essentielle, c'est cette première partie. Vous savez, un talk est organisé de la même manière que l'architecture, de la même manière qu'une rédaction. On a souvent une introduction, un corps et une conclusion. C'est comme en architecture, nous avons le soubassement, le corps et le couronnement. C'est la même chose. Donc finalement, c'est la même logique. Donc on a cette entame qui va être le portail, qui va être la rampe de lancement, qui va nous permettre de mieux enchaîner derrière. Ayez un message. Ayez un message. Et là, c'est un appel à la consistance d'un côté et également à la clarté. C'est-à-dire, c'est que on ne peut pas tout dire. Ça, on le verra plus en détail tout à l'heure. On ne peut pas tout expliquer lors d'un pitch qui dure 3 minutes. Donc, il faut qu'on soit assez clair. Et d'un autre côté, vous savez, la communication et la prise de parole en public, c'est la théorie du zéro. Lorsqu'on met un 0 à côté d'un 0, ça fait 0. Lorsqu'on met un 0 à côté d'un 1, ça fait 10. Donc, c'est une caisse de résonance. C'est un amplificateur. Ça permet de donner du muscle à notre projet ou à notre vision ou à notre idée. Mais la communication ne fait pas tout. On ne peut pas communiquer sur du néant. Si aujourd'hui, je faisais la meilleure campagne de communication pour un yaourt, demain matin, vous seriez 5 millions de personnes à vous ruer sur justement les supermarchés, sur les rayons, pour vous octroyer ce yaourt. Si derrière, j'ouvre le pot et le yaourt n'a pas bon goût, ou il n'y en a pas, ou est périmé, eh bien on ne reviendra pas. Personne ne reviendrait racheter ce produit. Donc finalement, la communication vient en aide justement à la consistance. Donc il faut que vous ayez cette consistance. Il faut que vous ayez cette teneur qui permet véritablement d'aller interpeller les gens. Et lorsqu'on parle de clarté, vous savez, il faut faire des choix dans la vie. C'est assez complexe. Supposons que moi, dans un élan de générosité actuellement, eh ben, je vous propose de prendre un jet privé, d'aller à Los Angeles pour la soirée, pour l'après-midi. Il y a 2 communautés de personnes. Il y a des gens qui vont prendre 2 powerbanks, un téléphone, qui vont faire le tour de Downtown, Santa Monica, Hollywood, machin, qui vont prendre des photos partout en essayant de couvrir le maximum d'activités en 4 heures de temps. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire, bon, on n'a pas assez de temps, on va juste faire une balade, faire un bon dîner et rentrer à la maison. Qui aura profité le plus de ce trip, de cette expédition? C'est bien évidemment la seconde catégorie de personnes. Donc à un moment, dites-vous, avec des gens qui sont des profanes en face de vous, qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre projet, et à qui vous allez proposer une idée, une manière de faire, on ne peut pas tout dire. Vous savez, l'identification du matricule de l'employé sur une plateforme qu'on présente en public n'est pas si important que ça.
Vous savez, c'est comme si on se mettait à organiser un backlog. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est en haut de la liste? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Quel est l'ordre de priorité? C'est ça. C'est driven by value. C'est la même chose. En prise de parole dans le public, également. Donc, c'est la même dynamique qu'on reprend. Ensuite, vous savez, on propose aux gens un certain nombre d'idées. Allez, disons que pendant un pitch, on a proposé 5 gigas d'idées. Le cerveau humain en accepterait 2. Là, vous avez les choix. Soit laisser les gens faire leur propre choix, leur propre tamisage en termes d'idées, et hiérarchiser eux-mêmes ce qui est important, ce qui l'est beaucoup moins, et ce qu'ils vont retenir et ce qu'ils vont rejeter, ou alors c'est à vous justement de faire ce choix et de graver dans le marbre, ce qui explique la photo qui est ici même, de graver dans le marbre les idées qui sont fondamentales. Vous savez, c'est soit des valeurs, soit une vision, soit un chiffre, mais quelque chose avec laquelle on va clôturer son discours. Parce que c'est à ça que sert justement ce fameux wrap-up. C'est à ça que sert la synthèse. C'est à ça que sert la conclusion. De graver dans la roche les idées fortes que vous voulez véhiculer. À présent, je vais vous proposer un exercice qui est très simple, mais qui est fondamental, qui est essentiel. Racontez-moi Cendrillon, Blanche-Neige, ou alors le match d'hier soir, peu importe, en 3 phrases, 3 paragraphes et 3 chapitres. Et là, si vous le faites par vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit de hiérarchiser les idées. Véritablement de construire cette pyramide, de se dire quelle est la priorité à communiquer. On a tendance à croire que voilà. Et il y a une certaine gratuité qu'on avait évoquée tout à l'heure, mais si on est véritablement dans une certaine pression, imaginez, moi je suis dans ce studio et là, il y a Elon Musk qui ouvre la porte par erreur. C'est le rêve de ma vie, de le rencontrer, de lui vendre mon idée de fintech, etc. Et là, il me dit, vous avez 30 secondes le temps que l'ascenseur arrive. Est-ce que j'ai le temps de lui dire, écoutez, cher Elon, vous savez, en 2016, j'avais fait un voyage et j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait parlé éventuellement d'une possibilité. À partir de là, en rentrant à Tunis, j'en avais parlé à des collaborateurs et on avait... Eh bien, c'est terminé. 30 secondes, parti, et boum, j'ai perdu ma chance. C'est la même chose. Vous savez, pour réaliser à quel point le temps est précieux, mettez-vous dans ce type de situation. Et là, on va relativiser ce qui est culturellement ancré chez nous, c'est que le rapport au temps, la valeur du temps. Vous savez, parfois, on adresse à la radio ou à la télévision une invitation à des gens, on leur dit, vous avez 20 minutes. Ils nous disent, à peine. 20 minutes, c'est énormément de temps. 10 minutes, également. 3 minutes, également. On va faire une analogie avec le sport. C'est que ça dépend de votre perception, du prisme avec lequel vous appréhendez cela. Je sais que là, avant peut-être cette session, vous avez l'impression que 3 minutes de pitch, c'est quelque chose de frustrant, qu'on n'a pas le temps d'exposer et d'étayer absolument tout. Une fois, j'avais regardé une interview qui m'avait marqué, celle de Michael Jordan, superstar du basketball, et à qui on avait demandé comment est-ce que vous faites pour gérer justement le stress de la dernière seconde, pour avoir cette sérénité, pour mettre ce panier. Il a répondu, qu'est-ce que vous voyez, vous, au journaliste? Le journaliste rétorque, eh bien, je vois un cerceau et un ballon de basket. Il lui a dit, moi, je vois une piscine et une balle de tennis. Ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Donc, lorsque vous avez 3 minutes, dites-vous que 3 minutes, c'est énormément de temps. 3 minutes, c'est un temps de parole conséquent. Mais également, ça va dans l'autre sens. Si on vous invitait à parler de votre projet dans le cadre d'un cours à l'université pendant 6 mois, vous n'allez pas procéder de la même manière. Donc vous êtes redevable justement de mettre de la consistance qu'on avait évoquée tout à l'heure. Et c'est là où l'effet accordéon intervient. Il y a des fois où on est redevable de compresser, il y a des fois où on est redevable d'aller davantage dans le détail.
D'où l'exercice de Cendrillon avec 3 phrases, 3 paragraphes et 3 chapitres. S'il fallait récapituler et retenir quelque chose, vous voyez ce tableau? Généralement, on occulte la question du temps et on se contente de notre structure, de ce qu'on a à dire, de ce qu'on a exposé, à évoquer et à étayer. Mais sauf que le temps de parole ou la communication et la prise de parole en public, c'est comme un arbre. On commence avec l'essentiel, le fondamental, le tronc. Ensuite, il y a les branches. Ensuite, il y a le feuillage. Ensuite, il y a les fruits éventuellement. Donc, on commence avec les axes fondamentaux. Par la suite, on enchaîne avec les différents arguments. Si on a davantage de temps, on développe davantage de détails. Et ça offre plusieurs avantages. D'abord, ça permet d'avoir les idées très claires. Quand on a un tel tableau, on sait ce qu'on a à dire. On sait véritablement comment hiérarchiser l'essentiel, le fondamental et le superflu. Et par la suite, ça permet justement de gagner du temps. Exemple, si vous êtes non pas dans un talk, mais dans un débat avec 3 personnes, vous avez face à vous un intervieweur, quelqu'un qui vous pose la question, allez, votre projet s'articule autour de quoi précisément? Vous lui dites, allez, mon projet s'articule autour de 5 axes essentiels. Et vous commencez, premier axe, second axe, troisième axe, il vous dit, ah, on n'a plus le temps. Ce n'est pas possible parce que vous avez annoncé la couleur d'ores et déjà, et vous avez déjà pris et arraché du temps de parole. Donc ça vous offre cette latitude, ça vous offre ce luxe-là en termes de gestion de débat. Autre chose, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit, pas de speech, pas de rédaction. On ne va pas passer du temps à se rappeler de la formulation. Et surtout, on n'utilise pas les mêmes termes. Imaginez un discours avec un nonobstant, etc. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je préconise, c'est que justement, on ait d'un côté un tableau de ce type, mais vous avez la latitude de le formuler comme cela vous semble, et de l'autre, une banque d'éléments de langage. C'est-à-dire, c'est que j'ai les idées, j'ai les intitulés. Ça permet d'avoir une répartition qui est équilibrée. Et là, il suffit que je jette un coup d'œil et je suis sur ma lancée. Par contre, si je cafouille quand j'ai un texte, je vais passer plus de temps à me rappeler de la formulation que de l'idée que je veux communiquer. Et surtout, il s'agit de conviction. Par la suite, il y a bien évidemment, vous me dites, oui, mais moi j'ai du mal avec la formulation de phrases, avec les termes. Je n'ai pas ce côté intuitif, réactif, cette facilité du verbe. C'est pour ça que le fait de disposer d'une banque d'éléments de langage préétablis, recherchés, permet d'alterner les deux. Donc je sais que le premier axe va tourner autour de la problématique à mettre en avant, etc., etc. Et là, je vais avoir des éléments de langage. Je vais avoir de la data, je vais avoir des chiffres, je vais avoir des exemples. Si vous regardez bien le tableau, tout à droite, il y a exemple, illustration, analyse et référence. Ça correspond à quoi? Si on remontait davantage, on parlait tout à l'heure de cibles. Et chaque cible a ses propres codes. Quand moi, je veux mettre en avant un projet, les chiffres ne veulent rien dire dans l'absolu. Lorsqu'on prend une entreprise étatique qui a essuyé des pertes de 2 milliards de dollars cette année, pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire 2 milliards de dinars ou de dollars. On n'arrive pas à mesurer justement la portée de ce chiffre. Par contre, si on arrive à l'illustrer avec les codes qui sont inhérents à la personne, c'est intéressant. Si on parle à un médecin, ce sera décliné en hôpitaux. Si on parle à un enseignant, ce sera décliné en école, etc., etc. Et ça dépend de la situation. Donc, vous l'aurez compris, en fait, c'est une chaîne de valeur. Et à chaque fois, on coche des cases. Et à chaque fois, on avance sur cet aspect-là. Donc, finalement, il faut avoir un travail qui est très cohérent sur la durée et ne pas louper l'une de ces étapes pour réussir. Si on récapitule, la communication, c'est quoi en fait? C'est ce schéma de Jacobson. Ce schéma-là, vous êtes l'émetteur et vous avez en face de vous un récepteur. L'objectif ultime, s'il fallait faire simple, c'est quoi? C'est que le message que vous émettez arrive au récepteur, mais sans brouillage, qu'il soit fidèle,
ce n'est jamais la faute et la responsabilité du récepteur. C'est votre faute. La fameuse phrase, vous m'avez compris de travers, ne marche pas. La fameuse phrase de vous avez du mal à comprendre, c'est votre faute, ne marche pas. C'est toujours votre responsabilité à vous, en tant qu'émetteur. Donc en fait, en analysant la cible, en analysant le contexte, en analysant l'objectif, on arrive à faire les bons choix pour justement arriver à choisir les bons termes, la bonne manière de présenter son contenu et sa teneur. Après, il y a ce que vous voyez, les bruits. Les bruits, c'est quoi? C'est toute la pollution qu'il y a autour d'une communication. Et cette pollution-là, en fait, parfois elle est exogène, parfois elle est endogène. C'est-à-dire que parfois, elle vient de vous et parfois elle vient de l'extérieur. Tout le travail qu'on est en train de faire, c'est que d'abord, il n'y ait plus de pollution et de bruitage qui viennent de vous. Ce n'est pas permis. Je n'ai pas le droit de me tirer une balle dans le pied. Deuxièmement, c'est d'atténuer les bruitages qui viennent de l'extérieur et d'arriver justement à avoir, grâce à la préparation que j'ai faite en amont, les outils et les leviers pour bien y répondre. Vous savez, le cerveau humain est fait comme la mémoire vive d'un ordinateur. On ne peut pas faire des calculs en temps réel. Lorsqu'on vous interroge en temps réel sur une question, vous ne pouvez pas, et c'est humain, réfléchir à la question, piocher dans la mémoire, choisir la bonne réponse, la formuler, l'exposer et avoir la justesse qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a un travail de tamisage qui se fait en amont, c'est un préalable, c'est une préparation pour permettre justement d'avoir le bon joker le jour J. S'il y a parmi vous des gens qui sont amateurs de graphique ou d'image 3D par exemple, il y a une différence entre demander un PC en temps réel sur 3D Max ou Cinema 4D ou autre de faire un rendu en temps réel ou entre faire un rendu au bureau ou à la maison et se ramener avec l'image qui est aplatie en mode PDF ou alors JPEG ou autre. C'est la même chose pour la prise de parole en public. On vous demande de mâcher le travail pour trouver de la ressource, pour vous concentrer sur ce qui suit. Captez l'attention de l'auditoire. Tout est une question d'énergie. Tout est une question de dynamique. On peut avoir le meilleur contenu au monde s'il n'y a pas de cœur là-dedans, s'il n'y a pas la bonne énergie, ça ne sert strictement à rien. On dirait un électrocardiogramme plat. On dirait, et on ne peut pas réveiller les morts, vous savez. Et là, c'est très complexe. C'est pour ça qu'il s'agit, au-delà de la bonne formulation, au-delà du français châtié, au-delà du terme que vous avez utilisé, c'est d'abord la conviction que vous y mettez. Et c'est ça qui est important et qui est essentiel. Ce chiffre, 33%, je ne vais pas vous interpeller avec des questions, mais il s'agit des dormeurs. Les dormeurs, c'est quoi? C'est ces gens qui sont dans la salle, qui sont face à vous lors d'une présentation et qui, à chaque fois, tiennent le téléphone, discutent avec leurs voisins et que vous n'avez pas réussi à onboarder, à embarquer dans votre aventure, dans votre récit, dans votre histoire. Donc il faut aller les interpeller. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un humoriste, par exemple, comme Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Fannek ou autre, a besoin d'aller interagir avec la salle pour prodiguer son spectacle? Absolument pas. Mais pourquoi il le fait? C'est pour maintenir la salle en éveil. Donc à chaque fois, on divise la salle en 6 ou en 12 et on choisit l'une des régions et on interpelle pour garder l'attention de la salle. C'est un exercice pratique, c'est un exercice qui est tout simple, mais qui est essentiel. Donc c'est à vous de regarder les gens dans les yeux, d'aller les interpeller, d'aller les chercher. Ça, c'est important et c'est fondamental. Je parlais d'énergie, mais il ne s'agit pas d'être plongé dans ses papiers, en train de réciter un texte et se dire « Wow, c'est bon, j'ai réussi mon intervention ». Absolument pas. L'intervention, c'est aller séduire les gens, c'est aller les convaincre, c'est aller les inspirer. Et c'est ça l'enjeu. Ramenons à une échelle humaine. Tout à l'heure, on parlait du choix des exemples. On a parlé justement du choix des illustrations, des images. Ça, c'est un travail à plein temps.
On ne peut pas improviser le choix des illustrations. Il est essentiel, justement, d'aller piocher dans l'information. Vous savez, si vous êtes appelé demain à présenter un rapport de 285 pages, on ne peut pas étayer les chiffres. Il y a des chiffres qui sont parlants, qui illustrent la situation dont on a besoin. Il y a des chiffres qui mettent en avant votre projet, qui permettent de le valoriser. Je ne peux pas donner une série de chiffres, on est incapable de les retenir. Donc il faut choisir celui qui est parlant, celui qui est au service de mon plaidoyer. C'est ça l'enjeu. Donc, si vous permettez, on va récapituler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on avait dit depuis le début? On avait parlé justement de cet aspect de mise en situation, de périmètre. Qui suis-je? À qui je m'adresse? Dans quel contexte? Dans quel timing? Quel est le porteur du message? Quel est l'objectif? Quelle est la forme et la nature de l'intervention? Ça permet de se situer. C'est comme si on vous conviait à une partie de sport, vous leur demandez est-ce qu'on va jouer au basket, au foot, au volleyball, pour savoir. Et par la suite, situer, savoir le nombre de joueurs, quel sport on va pratiquer, etc. Et une fois qu'on a défini ce périmètre-là, on a attaqué notre contenu, notre préparation. Notre préparation qui ne se décline pas dans un discours, mais qui se décline dans des schémas, qui se décline dans une organisation, qui se décline dans des idées, qui sont hiérarchisées selon leur importance pour pouvoir les étayer selon le temps de parole imparti. Est-ce que j'ai 30 secondes, 3 minutes, 10 minutes, un mois ou alors un an? C'est toujours possible. Donc ça, c'est essentiel également. Après, on a vu que justement la structure même, l'organisation des idées, les choix, l'entame, l'argumentaire et la synthèse, autant d'aspects qui sont fondamentaux, et par la suite le choix des chiffres, des illustrations, de la data qui va accompagner cet aspect-là de la présentation. Vous aurez remarqué que pendant tout ce temps, c'est à peu près les 2/3 de cette présentation qui ont été dédiés à un autre aspect que l'aspect théâtral. La théâtralisation, justement. Souvent, on réduit la prise de parole en public à la théâtralisation, à cette mise en œuvre. Et là, on parle de pathos, d'éthos, etc. Mais absolument pas. Ça, c'est un aspect qui est essentiel. Mais ce n'est pas le seul. Ça, pour juste d'avoir l'image qui s'affiche face à vous, c'est une arme de destruction massive. Ça, c'est ce que vous avez de plus cher. Ça, c'est l'outil ultime en communication. C'est votre visage. Ce visage-là, il est expressif. Ce visage-là est au service de votre discours. On ne peut pas parler d'une solution médicale qui sauve des vies comme on parlerait d'une marketplace au service des assurances. On ne peut pas parler justement d'oncologie comme on parlerait de football. Et là, il y a une cohérence à avoir entre le visage, les sentiments, les ressentiments et bien évidemment le livrable de la prise de parole en public. Petite anecdote, il y a eu une dame qui travaille à la radio en Tunisie qui a été sollicitée pour présenter les news, le 20h d'une télévision locale. Et quelqu'un lui a soufflé à l'oreille qu'il était essentiel d'être souriant à la télé. Premier JT qu'elle présente, elle annonce le meurtre de 2 gamins dans une montagne, dans un village en Tunisie. Mais elle le fait avec le sourire. C'était terrible, le décalage, le gap qu'il y avait. J'ai pris une situation qui est assez extrême, certes, mais pour essayer de comprendre ensemble l'importance de l'expression qu'on prend. Donc votre visage, il est au service de votre discours, de votre argumentaire. D'ailleurs, un exercice tout simple. Ce soir, par exemple, vous prenez les 20 heures de TF1, vous mettez mute et vous regardez les changements d'expression du présentateur du JT. Et vous réalisez à quel point il est important que les gens soient accrochés à la moindre de vos expressions. Si vous êtes paniqué, ça va se voir. Si vous ne croyez pas en votre projet, s'il y a de la désinvolture, ça va se voir. Donc, encore une fois, la conviction dans vos dires est essentielle et fondamentale. Ceci est un chiffre, mais c'est d'abord une moyenne. 75% selon la dernière étude sérieuse sur la question de la communication non verbale, c'est une étude du CNA, l'Université de Californie,
Eh bien, 75%, c'est l'impact de la communication non verbale et en termes de moyens. Qu'est-ce qui varie? Qu'est-ce qui change? Quels sont les paramètres qui changent? Eh bien, lorsqu'on est sur une présentation purement scientifique, limite cynique, eh bien, ce chiffre descend à 52%. Vous l'aurez remarqué, on est toujours au-delà de la moitié, au-delà de ces 50%. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir plus de 50% sur une communication académique? Par exemple, aujourd'hui, allez, une réunion entre médecins et entre scientifiques pour présenter une molécule, ce n'est pas un aspect émotionnel. Mais ce chiffre atteint 94% lorsqu'on a du contenu émotionnel. Par exemple, un discours politique est catalogué comme étant contenu émotionnel. Vous savez ce que ça veut dire, 94%? C'est que les gens n'écoutent même pas ce que vous dites. Ils sont là, accrochés à vos lèvres, soit ils sont en train de vous critiquer intérieurement, soit ils sont en train de vous encenser intérieurement. Donc finalement, c'est une situation assez cocasse, mais c'est une réalité. Et là, je vous invite, à la lecture de ces chiffres, à remettre en question quelque part l'attention qu'on donne aux mots et à la formulation des phrases. Je suis un grand amateur de littérature, mais dans la prise de parole en public, la littérature n'a pas de grande place. Je vous explique. Si c'était aussi important, pourquoi est-ce que c'est les auteurs qui sont traduits dans plusieurs langues qui sont célèbres et non pas les traducteurs? Finalement, quand on a un auteur qui est traduit en 25 langues, ce n'est pas les traducteurs qui sont connus, mais bien les auteurs. Parce qu'il s'agit de structure, d'idées, de rythme, de choix, de tenue en haleine, et non pas justement de simples et vulgaires mots. Désacralisant les mots. D'ailleurs, les meilleurs orateurs qui parlent en arabe, en français, en farsi, en anglais, en italien, peu importe la langue, c'est les bons orateurs. Parfois, on retrouve un intervenant, par exemple, pakistanais qui intervient au Staples Center aux États-Unis face à 20 000 personnes, et là, standing ovation, et les gens sont conquis. Pourtant, il n'y a ni l'accent, ni la richesse du vocabulaire, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est une question d'énergie, et c'est une question, justement, d'étapes à suivre pour aboutir à cette efficience. Je reviens avec vous dans le passé. On prend la DeLorean, on remonte dans le passé, et on revient à ce fameux débat. Ce fameux débat a été le premier débat télévisé dans l'histoire de la politique mondiale, et c'était entre Nixon et Kennedy. Pourquoi est-ce que je vous propose cela? On n'est pas dans un cadre politique, mais c'est juste pour vous dire que ça, c'est la naissance officielle de la communication non verbale. La communication non verbale, puisque plus de 80% des gens qui ont écouté le débat à la radio avaient voté Nixon. Et plus de 82% qui avaient regardé le débat à la télévision avaient voté Kennedy. Ce qui a fait la différence, c'était la communication non verbale. Donc, votre gestuelle, votre énergie, votre tenue, votre posture, comment regarder ses feuilles, comment regarder la salle, le contact visuel, tout ça, c'est autant d'aspects qui sont fondamentaux. Et un autre aspect, c'est le volet technique. Lorsque vous intervenez lors d'un pitch, lors d'une allocution ou autre, faites attention au matériel qu'on vous propose. Malheureusement, avec le bandeau en bas de la page, on a occulté un tout petit peu la partie qui est intéressante de ce slide. C'est Sarkozy qui est assis sur un caisson. Parce que justement, le pupitre n'a pas été conçu pour lui, mais pour Barack Obama qui est plus grand de taille. En fait, avant d'entrer en scène, faites attention, demandez, n'ayez pas honte de poser les bonnes questions aux gens qui vous entourent pour leur dire, allez, dites-moi, quel micro, quelle caméra, quelle est la caméra large, quelle est la caméra serrée, quel est le baffle, le retour, le curseur, la présentation. En fait, tous les éléments qui pourraient impacter et affecter votre présentation. Ça, c'est important. Voilà donc, on arrive au terme de cet exposé, je le rappelle, qui se décline en 3 parties essentielles. L'environnement, l'écosystème dans lequel on évolue, les préalables, la construction du discours et bien évidemment sa mise en forme. Ce qu'on a essayé et tenté de faire lors de cette présentation, c'est bien évidemment de se dire que voilà, ce n'est pas qu'une mise en œuvre théâtrale, qu'une prestation scénique, mais
il y a un travail préalable qui permet d'atténuer le stress, qui permet d'en absorber les travers. Mais il y a également cette distance qu'on met avec le côté littéraire, rédactionnel de la chose. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition et on a à peu près 10 minutes pour cela. Allez-y. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Bonjour, je suis Yamina Jlaye. ravi. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation très riche et vraiment j'étais très attentive à votre présentation. Tout mot était très précieux. Merci beaucoup. J'ai une petite question en fait. Lorsqu'on va présenter par exemple à deux, par exemple deux présentateurs à la fois. Comment va-t-on partager les rôles? Est-ce que juste on reste, on divise les 3 minutes, 1 minute et demie, ou on peut faire alternativement, donc au fur et à mesure qu'on avance, on se partage des idées ou on se partage le temps? Donc c'est ça ma question. D'abord, merci pour vos mots. Et tout à l'heure, on avait dit, Yamine, a quelque chose qui était important. C'est qu'on a dit que le pire adversaire ou ennemi dans ce cas-là de la prise de parole en public, c'est l'ego. Et malheureusement, généralement, lorsqu'on a une équipe à présenter, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à couper les parts du gâteau de la même manière, hein, comme si on était en famille un dimanche et on coupait le gâteau au millimètre près entre deux frères. Je ne sais pas, mais moi c'était le cas hein, avec mon frère quand on était jeune. Il fallait qu'on ait exactement les mêmes parts ou des sandwichs similaires. En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est que dans une équipe, quand vous êtes 2, ou vous êtes 3, ou vous êtes 4, chacun a des arguments. Chacun a un profil, a des points forts, a des points faibles, a une maîtrise d'un aspect. Nous, on va mettre devant soi, avec toute l'honnêteté du monde, en se mettant à nu intellectuellement, on regarde ce qu'il y a à présenter. Si j'estime que, par exemple, c'est Yamina qui doit prendre en charge cette partie-là, qu'elle maîtrise. Si j'estime que c'est plutôt Sarah qui doit mettre en avant cela, ou alors c'est Sophia, on essaie d'être très honnête dans cette répartition. Autre chose, parfois, on a des gens qui ont travaillé sur une partie, mais qui ont un caractère assez rugueux, qui ont un caractère assez technique, assez carré. Et on a dans l'équipe quelqu'un qui est plus empathique, qui est plus bienveillant. Et là, on essaie de chercher les bons profits. Tout à l'heure, on avait dit la bonne clé dans la bonne serrure. D'accord? Donc ici, c'est un casting qu'on va passer. On dirait qu'on allait produire un mini-film et qu'on allait chercher le bon acteur pour le bon rôle. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dit, voilà, même si c'est vrai que c'est toi qui as travaillé sur cet aspect-là, mais là, on est face à des financiers pour une levée de fonds. Et on a besoin plus de séduction. Quelqu'un qui va marketer le projet. Et on va mettre quelqu'un justement qui est en mesure de le faire. Et par contre, si on est face à des techniciens et on a besoin plus de rigueur et de maîtrise, on va choisir une autre personne. Donc ce que je vous conseille, il n'y a pas de recette toute prête. Le fait de répartir 1 minute et demie, c'est juste quelque chose qui va contenter tout le monde et qui va être juste dans un calcul chronométrage qui, à mon sens, n'est pas toujours viable. Il faut prendre le plan qu'on a établi, les arguments à mettre en avant et voir qu'est-ce qui marche avec quelle personne. Et ne pas avoir peur de se dire les choses en toute transparence. Et dites-vous bien, si vous êtes associé sur un projet, même d'une manière conjoncturelle, c'est que vous devez vous dire les choses. Et d'abord, la communication, avant d'être externe, elle doit être interne et arriver à avoir les bons arguments en interne. J'espère avoir répondu à votre question, mais en tous les cas, la théorie du gâteau au millimètre près entre frères, ça ne marche pas toujours. Merci. Bon, le son n'était pas très clair, donc j'ai perdu quelques phrases, mais merci beaucoup. Donc j'ai compris l'esprit, j'ai compris
le contexte. Merci beaucoup. Chacun a un potentiel. Voyez quel est le meilleur potentiel en cet instant T par rapport à cet auditoire, par rapport à cette audience. Quel est le meilleur moyen de communiquer ses idées? D'autres questions? D'accord, merci. Merci à vous. Pas la peine de se souffler et s'interpréter, c'est-à-dire on termine le temps consacré à chaque participant et donc c'est pas conseillé d'intervenir en parallèle. Hein. C'est pas conseillé de se partager ou de convaincre le public que les deux, donc les partenaires, sont déjà convaincus ensemble de la pérennité et l'importance du projet et qu'ils ont les mêmes idées. C'est ça ma question. Donc, on se sépare carrément. Donc, partie technique, partie économique, je dis n'importe quoi. Mais c'est pas la peine de s'interférer. Donc, c'est-à-dire, j'interviens sur ressenti. Ça dépend. Lui, Ça dépend, Yamina, si vous me permettez. Ça dépend en fait de la configuration. Parfois, en présentant les ressources humaines, c'est un argument de se dire voilà, dans notre équipe, on a X, Y, Z. Parfois, dans d'autres situations, ce qui est important, ce n'est pas ces ressources humaines, mais c'est plutôt un produit. Parfois, c'est plutôt l'impact. Donc, ça dépend de la situation et des profits dont on dispose. Il n'y a pas de recette préétablie. Ce que je vous dis, moi, c'est d'arriver à en parler ouvertement et de se dire les choses. C'est ça qui est important. Et surtout, d'évaluer le potentiel de chacun et de le mettre au service du pitch et de l'intervention en question. Merci beaucoup, Yamina. D'autres questions? Bonjour. Pardon. Allez-y. Allez, allez-y, on fait rapidement puisqu'on a encore 4 minutes. Dites-moi. Bonjour. Je voulais poser la question. 3 minutes pour présenter un pitch, c'est très frustrant. Donc, est-ce qu'on doit passer sur tous les points ou on peut laisser quelques aspects qu'on peut les éclaircir pendant la partie Q&A? Merci. Merci à vous d'abord, merci pour l'intérêt. Et ce que je vais faire, je ne vais pas répondre à votre question maintenant, on va juste reporter un tout petit peu plus tard pour voir la prochaine session qui est dédiée au pitch et qui sera plus détaillée en ce sens. On va voir plus de tips et je vous invite à reposer la question éventuellement si vous ne trouvez pas votre réponse lors de la prochaine session pour voir un tout petit peu plus de détails adaptés à votre question. Donc ce sera lors de la prochaine session si vous le permettez. Et merci pour l'intérêt. D'accord, merci beaucoup. Merci. Une dernière question? Oui, j'ai une question. Bonjour. Bonjour, je suis désolée, j'ai pas pu faire mon caméra parce que j'ai une connexion internet un peu limitée pour le moment. Il n'y a pas de souci, allez-y. Oui, ma question, vous avez parlé de l'ego et que voilà, l'ego, ça cause la peur et la perturbation parce qu'on pense toujours ce que les autres vont penser de moi, etc. Et ça se passe surtout au début de la présentation. Comment est-ce qu'il y a des techniques qu'on peut utiliser au début avant de commencer notre présentation pour dépasser cet aspect de l'ego que vous en avez parlé? Merci. Merci pour votre question. Tout d'abord, c'est deux aspects différents. Hein. La question de l'ego, elle était dédiée au choix du porteur du message et justement ne pas vouloir coûte que coûte se mettre en avant. Ça, c'est un aspect. Mais la peur et le stress qui précèdent chaque intervention, certes, ils sont toujours là. Le meilleur moyen justement de les atténuer, c'est la préparation. Encore et toujours, c'est le travail. Tout ce qu'on a évoqué. Vous voyez, lorsque vous avez travaillé, potassé, comme on l'avait dit, avec toutes les étapes et on a une réponse à tout, on appréhende moins, même si c'est toujours présent. Vous savez, ça fait 21 ans que je suis dans les médias et avant chaque direct, avant justement cette lumière rouge, j'ai toujours cette boule à la gorge et c'est tout à fait normal, c'est légitime. En fait, il faut juste avoir les outils pour dépasser cela. Et ça passe par la préparation. Après, il y a bien évidemment des petites choses
très personnel et très intime que vous pouvez avoir, écouter votre morceau de musique préféré, etc. avant de monter sur scène, parler au téléphone avec des gens qui sont proches, rigoler un bon coup pour essayer de défalquer et de bifurquer par rapport à autre chose. Mais bon, ça reste très subjectif. Mais c'est la préparation qui permet d'atténuer la peur et le stress. C'est le fait d'avoir passé en revue tout ce qu'on a vu, toutes les étapes qu'on a vues, qui permet véritablement d'être prêt à l'instant T. Voilà. C'était donc la dernière question. Merci beaucoup en tout cas pour l'intérêt. Bien évidemment, je reste à votre entière disposition. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les formuler par écrit. En tous les cas, pour la question du pitch, pour aller davantage dans le détail, qui vient compléter ce qu'on vient de dire, qui est quelque part un préambule à la question du pitching. On se retrouve dans à peu près 45 minutes pour entamer ensemble une nouvelle session et on ira davantage dans un aspect pratique. Et on va essayer d'illustrer cela davantage. Merci beaucoup en tous les cas. Je vous retrouve tout à l'heure. Ciao.